Alors, aujourd'hui, moi, j'avais pas envie de. C'est mon premier live, hein. J'avais pas envie de dessiner comme je fais tous les samedis. J'avais pas envie de faire de la musique. J'avais envie de parler de cinéma. Donc, je me suis dit, je vais brancher Broforce et puis je vais parler de cinéma d'action. Parce que Broforce, ça met en scène plusieurs personnages de films d'action, plus largement de pop culture. Et moi, j'aime bien parler de films d'action et de pop culture. Ok, donc on commence, ça commence plutôt mal pour parler cinéma, parce qu'on commence avec Chuck Norris. Alors Chuck Norris, j'ai pas beaucoup d'affinité avec lui. C'est pas un acteur dont j'ai vu beaucoup de ses trucs. Là, pour l'occurrence, c'est Walker Texas Ranger. Donc série que j'ai pas vraiment vue. Mais moi, je connais surtout Chuck Norris pour ses nombreux nanars qu'il a fait, hein. C'est vrai que nous, c'était soirée nanar. On se matin un petit Chuck Norris. J'ai plus les noms en vrai de ces films, hein. Il y en a un incroyable où Chuck Norris protège la forêt en arrêtant des tronçonneuses à main nue. Ça, c'est un grand classique. Mais j'ai pas grand chose à dire sur Chuck Norris, si ce n'est son apparition dans La Fureur du Dragon, si je dis pas de bêtises. Donc, ça qui est un grand classique, hein, avec Bruce Lee, où il est l'ennemi, le boss final, hein, de Bruce Lee, on va dire. Et ça, c'était cool. Ça, c'était vraiment pas mal, un beau combat, bel arrachage de touffe de poil de la part de Bruce Lee. Un classique. Moi, je voulais commencer par. Bon, on l'a pas normalement si je commençais une nouvelle partie sans débloquer personne. On aurait commencé avec Rambo. Et moi, j'avais envie de parler de Rambo parce que Rambo, c'est trop bien. C'est trop bien et c'est assez injustement critiqué. Rambo, il a toujours eu cette image de mec bodybuildé avec qui génocide un max de gens à la mitraillette. Le premier film Rambo, ça n'a rien à voir, hein. C'est First Blood, je vous le conseille, hein, si vous l'avez jamais vu ou si vous avez juste, comme beaucoup de gens, juste entendu parler du film. Voilà, la plupart des gens vont dire ouais, Rambo, Sylvester Stallone avec des muscles qui tuent tout le monde. Pas du tout. Le premier est adapté d'un bouquin qui s'appelle First Blood. Et c'était réalisé par qui le premier Ted Kotcheff, ouais, c'est pas, il a pas une carrière de malade. Mais vachement intéressant le film parce qu'en fait c'est pas un film de bourrin comme on le laisse, comme on pourrait le penser. C'est un film sur sur le traumatisme de la guerre du Vietnam. Le pitch, hein, pour les gens qui l'ignorent ou qui ont les grosses lignes, c'est Rambo, c'est un ancien béret vert qui, suite à la guerre du Vietnam, retourne dans une petite ville. Il devient un vagabond en fait. Il a nulle part où aller, il essaie de retrouver ses anciens camarades. Et voilà, ça devient un vagabond. Et il arrive dans une petite ville américaine où, où il se fait bolosser en fait, en tant qu'ancien type du Vietnam. C'est vraiment, on n'aime pas trop les gens dans ton genre par chez nous. J'aime pas ta petite gueule. Du tout. Et puis après, voilà, il se fait pourchasser par la police, tout ça, et il y a tout le PTSD qui revient. Il a été transformé en machine à tuer et il revient dans des États-Unis où il a sa place nulle part. C'est un sujet intéressant, et puis pour tous les gens qui pensent que Rambo c'est le gros mec musclé qui massacre tout le monde, et dans le premier film First Blood, les gars, il y a un mort. Il y a un mort et il est accidentel. Donc on est loin de l'image qu'on peut en avoir. Après, c'est sûr, avec ses suites, dès le deuxième film, c'était un Rambo gros bourrin. Cool, mais ouais, super important. First Blood comme film, hein, plutôt émouvant dans sa dernière partie en vrai, pour ceux qui l'ont vu. Mais il y a un monologue terrible de Sylvester Stallone, enfin du personnage de John Rambo, mais on voit le traumatisme qu'il a subi. Et qui tombe en sanglots en fait quoi. Il a plus sa place nulle part, tous ses copains sont morts, c'est terrible. Ça fait pourtant 7 ans. Chaque jour, j'y pense. Je me réveille, je sais plus où je suis. Je parle plus à personne. Des fois, toute une journée. Toute une semaine. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas lu, moi je ne l'ai pas lu, hein, mais je connais les grandes lignes. C'était pas ma guerre, effectivement, dit-il avec la bouche tordue en hurlant. Et ouais, dans le bouquin d'origine, à la fin, il se suicide. Et scène qui a vraiment été tournée dans le premier Rambo, du coup, First Blood. Il y a une scène coupée, une scène alternative, une fin alternative, qui est trouvable, hein,
Ouais, désolé, des fois je fais des pauses comme ça, mais c'est que jouer en même temps que parler, c'est toujours compliqué. Il y a une fin alternative qui est trouvable, hein, je pense, sur YouTube où Rambo se suicide à la fin. Il prend l'arme de son capitaine et décide de mettre fin à ses jours parce qu'il a plus sa place nulle part. Donc voilà, c'est un truc vachement important et intéressant sur le sort des soldats post-Vietnam. Il y en a qui ont trouvé leur place nulle part. On a tous vu dans des films américains le cliché du SDF toxico ou pas d'ailleurs, qui est dans la rue, il fait ah moi j'ai fait le Vietnam, je me suis battu pour le pays. Bah c'est ça Rambo, sauf que Rambo lui bah c'était une machine à tuer et puis bah il sait faire que ça. Je reviendrai, bah il y a tellement de personnages qui pop dans le jeu que forcément je suis obligé de faire des pauses et forcément je suis obligé de passer d'un personnage à l'autre, hein, parce qu'on les débloque assez rapidement. Je voulais parler quand même, alors j'ai mes petites notes de côté parce qu'il y a plein de trucs que je veux dire sur plein de films. Certains films, vous verrez, j'ai beaucoup moins de trucs à dire. Commando de Mark Lester. C'est un classique, hein, mais bon, c'est c'est un petit peu nanar quand même. Mais j'aime beaucoup, moi j'ai beaucoup de sympathie sur Commando, je le mate régulièrement. Ouais, on en parlera plus tard. Commando, ouais, un grand Arnold Schwarzenegger, mais avec le cliché de Arnold Schwarzenegger, quoi. Le mec ultra musclé qui, dès l'introduction, on le voit en train de porter des troncs d'arbres. Parce que, ouais, il faut couper du bois, évidemment, dans la forêt. Donc, ouais, ancien Commando, si j'ai. Bah oui, d'où le titre du film, hein, pas bête. Sa fille est kidnappée par des mercenaires. Et puis voilà, c'est la lutte, il veut sauver sa fille, incarnée par une toute jeune. Ah, comment ça s'appelle Milano. J'ai plus son nom, son prénom. Alyssa Milano. La petite Alyssa Milano, que certains ont découvert comme Phoebe Halliwell dans Charmed, ou dans Madame est servie, moi je connais pas, mais je sais qu'elle était là-dedans. Mais ouais, pour revenir à Commando, ouais, bah, on peut surtout noter la présence de Vernon Wells, qui joue Bennett, en cosplay de Freddie Mercury, bodybuildé avec une pure moustache. Et ouais, qui joue un méchant méga nanar, quoi, avec sa petite cotte de maille et tout là. I don't need no gun! I'm gonna kill you now! Que vous avez sans doute vu Vernon Wells dans Mad Max, on en aura l'occasion d'en reparler, vu que le personnage de Mad Max apparaît dans Broforce, qui joue le méchant, enfin l'homme de main de Humongous dans Mad Max 2. Donc il a eu que des rôles hyper 80s nanar méchant. Voilà, un mec qu'on n'oublie pas avec une sacrée gueule. Et surtout dans Commando en fait. Et Commando c'est pareil, c'est bourré de répliques cultes, de scènes d'action complètement barrées. C'est là, bah, même ceux qui l'ont pas vu ont peut-être vu cette scène hein, où il tend un mec au-dessus du vide qui lui dit ah mais t'avais dit que tu me laisserais en vie. J'ai menti. Et il le balance dans le vide. Ça incroyable. Et il y a plein de répliques à la con comme ça. C'est très très marrant Commando. Do me a favor. Don't disturb my friend. He's dead tired. J'en profite juste pour glisser que le réalisateur de Commando, Mark Lester, il a pas une filmographie de malade, mais il a fait un film que j'aime beaucoup, que je recommande, c'est Class of 84, sur un prof qui essaye de survivre et de s'en sortir face à une classe, un gang en fait, qui est dans son lycée, un gang de petits jeunes un peu relous au début et qui deviennent vraiment, vraiment dangereux sur la fin. C'est un très bon film avec une petite esthétique sympa, très très 80s, qui a donné lieu à des suites avec des robots. Mais oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Effectivement, la suite avec des robots, énorme. Énorme, mais en fait tout est mieux avec des robots. Tu peux faire n'importe quelle suite de n'importe quel film, mais avec des robots. Ça passe nickel, hein, ouais. Mais ouais, Class of 84, vraiment intéressant. Pas assez connu à mon goût, peu de gens le connaissent. Là, dans mes personnages que j'ai eu, on est tombé sur MacGyver et on est tombé sur Barracuda, Mr. T de l'agence Tourisk. Voilà, j'en profite, je vais vraiment pas avoir grand chose à dire sur les personnages de série. Franchement, c'est des icônes et tout ça, y a pas de souci, mais moi je suis pas très série, je l'étais pas à l'époque, je le suis pas maintenant. J'ai vraiment pas grand chose à dire. MacGyver, effectivement, c'est un classique, hein. Et puis voilà, bon, là tout à l'heure on a vu son attaque spéciale à MacGyver, c'est de balancer une dinde avec des dynamites dedans, comme dans la série, j'imagine. Et Mr. T avec son lance-flamme, hein, évidemment. Je précise quand même que dans la série,
Bien. La série A-Team, l'agence touriste, c'est ça en français. Il a jamais tué personne, hein, Mr. T. Mais, enfin, Barracuda, interprété par Mr. T, qui a un look de malade en vrai, hein. Ça, on lui doit bien ça. Cette crête, toutes ces chaînes en or, on dirait un personnage de Street of Rage, c'est incroyable. Donc voilà, désolé pour les fans, j'aurais pas grand chose à dire sur, sur des personnages de série. Si ce n'est pour en petite reco, parce que j'essaye de glisser des recos un peu partout. Si vous avez l'occasion de voir MacGruber, qui est une parodie de MacGyver, avec Will Forte, je sais pas comment ça se dit. Moi, ça me fait beaucoup rire. C'est bête à en crever. C'est vraiment une parodie, mais voilà, ça me fait beaucoup rire. Hardware, oui, bien. Hardware, bien sûr, avec le robot, le petit huis clos cyberpunk. J'adore ce film, bordel. Il est génial, je le mate souvent. De Richard Stanley, qui a des casseroles au cul, parce qu'on est là pour balancer les anecdotes. Richard Stanley, donc, qui a fait Hardware, qui a fait La couleur tombée du ciel avec Nicolas Cage il y a peu de temps, est complètement blacklisté parce qu'il tabassait sa femme. Voilà, c'est. Donc, prévention, ne faites pas ça. Et il y a des numéros à appeler si vous subissez ce genre de choses. Donc complètement blacklisté Richard Stanley, qui devait nous faire d'autres adaptations de Lovecraft par la suite. Mais Hardware, ouais, c'est du grand film, hein, avec Dylan McDermott. J'aime bien Dylan McDermott, parce que son nom est très drôle à dire, et parce qu'il était dans la première saison de American Horror Story. Sur qui je peux rebondir? Alors, bon, là j'ai Dirty Harry. Bon, voilà. Il est mort. Bah comme Clint Eastwood dans pas longtemps, hein, si tout va bien. Non, non, et je plaisante. Non, bah Clint Eastwood, grand personnage, effectivement, y a pas de soucis. Mais ouais, Dirty Harry, c'est pas un truc que j'ai suivi beaucoup. Je sais que le premier est excellent. Si je dis pas de bêtises, c'est celui où il se bat contre... c'est plus ou moins une reprise du Zodiac, le mec Scorpion, je crois qu'il s'appelle. Ça c'est du grand film. Avec son fameux Magnum 44... le Do You Feel Lucky Punch, grand classique. Mais je suis pas, je suis pas méga fan. C'est pas un film que j'ai beaucoup vu et c'est bien les Dirty Harry, c'est très de droite old school. Ouais, de ouf. Mais il y avait beaucoup, de toute façon, bah, ça rentre presque dans le Vigilant Movie en fait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de Vigilant Movie avec Charles Bronson, Clint Eastwood et j'en passe. Hein. C'était presque une mode quoi. Et puis ça allait avec les 70s et le climat qui était vraiment compliqué aux États-Unis. Il y a une violence de malade dans les rues, les gangs, et les premiers serial killers et tout ça. Donc il y avait vraiment ce délire d'auto-vigilance pro-armes. Ouais, c'est très droitardé comme truc, mais bon, c'est sympa. C'est sympa. En tout cas, pour le premier, je suis pas un méga fan. Après, je connais pas par cœur. J'aimerais bien mourir pour avoir un autre personnage. Parce qu'il y en a plein qu'on a récupéré. Parce qu'en fait, en sauvant des otages, on récupère de nouveaux personnages. Oh, alors là, oui, là, il y a de quoi parler. John McClane, Bruce Willis. Il harcèle des femmes. Qui ça Clint Eastwood, il harcèle des femmes à 98 ans. Ah, Willis, ah bah maintenant, il harcèle plus grand-chose. Hein, et, malheureusement, je voulais lui rendre un petit hommage parce que c'est finito, hein, Bruce Willis. Hein. Heureusement, il est pas mort, mais voilà, maladie, on est là pour parler d'anecdotes. Hein. Ouais, maladie dégénérescente, tout ça, donc il perd complètement la boule. Je sais pas si c'est Alzheimer ou quelque chose qui ressemble. Donc, ouais, a priori, c'est pas Alzheimer, mais c'est l'équivalent, quoi. Il s'est pas mal fait bâcher dans ses derniers rôles où les gens ils étaient là, genre, ouais, il est que dans des directs ou des vidéos claqués, où il apparaît 5 secondes et tout ça. Mais c'est en fait, il essayait juste de gratter de la thune avec les moyens enfin, avec ce qui lui restait de cerveau. On l'a grillé, enfin plusieurs gens l'ont noté qu'il avait une oreillette dans ses derniers films. Ouais, il paye son traitement et puis yo Tostaki, comment on va? Voilà, on a parlé de Bruce Willis et de la fin de Bruce Willis. Donc ouais, on parlait de sa maladie, hein, donc maladie dégénérative, donc plus de cerveau. Et donc ouais, dans ses derniers rôles, ça avait été grillé qu'il avait une oreillette en fait. C'est pas juste parce qu'il avait la flemme de retenir son texte. Hein. Beaucoup de gens lui ont chié dessus. En plus, on dit ouais, ce gros naze, il fait des directs au DVD, il fait plus le moindre effort. Bah non, en fait, c'est juste qu'il pouvait pas retenir ses répliques et c'était la fin, quoi. Donc ouais, c'est triste pour Bruce, quoi. Ses derniers rôles étaient complètement éclatax, quoi. Mais ah, démence fronto-temporaire de mémoire. Peut-être, sans doute. Mais entre ça, ouais, sa fin de carrière, la dégénérescence de son cerveau, et puis
Puis la mort de Patrick Poivet, son doubleur français qui l'a accompagné mais pendant toute notre vie, enfin je sais pas quel âge à mon public, mais nous on l'a toujours connu avec la voix de Patrick Poivet, qui s'est éteint genre il y a 2 ans, un truc comme ça. Le temps passe vite, je sais plus. Sinon, je vais être obligé de vous signaler au Bureau fédéral des communications. Signalez-moi votre bureau, venez vous-même ici et arrêtez-moi, mais que la police se pointe. Mais enfin c'est horrible, mais on dirait que Bruce Willis est mort alors que bah voilà. Comme s'il était mort, mais il est pas mort en fait. Hein, mais c'est tout comme en tout cas le personnage, la carrière et sa voix française, ce qui fait déjà beaucoup. Et moi je voulais revenir sur sa carrière, je voulais surtout revenir en fait sur Die Hard. Bordel, mais quel film incroyable. Parce que c'est son premier rôle en tant que star d'action, j'ai envie de dire. Parce que c'était pas du tout un mec d'action, il était dans des séries à l'eau de rose et tout ça. C'était quoi, c'est sa série Moonlight ou un truc comme ça, je sais plus trop. Et il faisait un peu de chansons aussi au passage, mais ouais, il chantait aussi, ouais, carrément, il jouait de l'harmonica, il y a des lives trouvables, en vrai c'est sympa ce qu'il fait. C'est très ricain, mais j'aime bien. Non, mais ouais, grand rôle, donc Die Hard, comment il s'appelle en français? Ah oui, Piège de cristal en français. Die Hard de McTiernan. Il a une carrière au Japon. Ah bah il y a beaucoup de mecs qui ont surtout qui ont fait pas mal de pubs et tout ça au Japon et on peut dire ouais effectivement qu'ils ont une carrière. Tu vois nous chez nous Jean Reno, il a passé plus de temps au Japon qu'en France, j'ai l'impression pour faire des pubs, des talk shows, des trucs comme ça. Pubs et musique, ouais, il y a moyen. Mais au Japon, ils adorent quand les restas ils font de la musique, même quand c'est éclaté. Hein. Edward Furlong, le gamin dans John Connor dans Terminator 2, il a sorti un album éclaté et c'était genre #1 au Japon. C'est inaudible. Si vous arrivez à trouver ça sur le net, je pense que c'est trouvable sur YouTube. C'est inaudible. Le mec, il sait pas chanter, il a une voix très particulière, Edward Furlong. C'est affreux, mais au Japon, ils ont adoré parce que c'est un enfant star américain, et il a une petite mèche sur le côté et tout. Ils ont un délire, le Japon, avec ça. Hein. Mais ouais, donc, Die Hard de McTiernan. Mais quel réalisateur de folie, celui-là aussi. Il y a, j'en perds mes mots, pardon. Non, un chien, j'ai pas vu, pardon. Cherchez mes notes. Parce que j'ai trop de trucs à dire, en fait. McTiernan, c'est un génie, il a révolutionné le film d'action. C'est Predator, c'est Piège de cristal, Last Action Hero, et Die Hard 3, parce que, beaucoup de fans s'accordent à dire qu'il y a un Die Hard 1 stylé, un Die Hard 3 stylé, et que le 2, ce qui est un peu vrai. Le 13e guerrier aussi, c'est lui. Ah, mais ouais, c'est vrai. Et Rollerball aussi. Qu'il l'a envoyé en prison. Ça, c'est un autre sujet. Ouais, je disais, il a révolutionné le film d'action dans le sens où à l'époque, on avait, je joue Rambo justement. On avait tous ces mecs bodybuildés qui se tapaient contre des mercenaires bodybuildés, contre des Russes, contre des extraterrestres, des robots. Et là, on avait un héros avec des failles, tu vois. Le mec petit policier de New York. En moitié en procédure de divorce avec sa femme, en tout cas ils sont plus ou moins séparés, ils sont à l'autre bout des États-Unis. Donc voilà déjà les petites failles et tout ça, et il se retrouve paumé dans un environnement qu'il connaît pas, donc dans un grand huis clos, le Nakatomi Plaza, incroyable. Et en prise à des... le film dit des terroristes mais des voleurs en fait, juste des mecs qui veulent faire un casse. Et ouais, ces failles elles sont représentées par plein de trucs, quoi, justement cette vulnérabilité qu'il a par rapport à sa femme, à son dépaysement, et c'est manifesté par le fait qu'il a pas de pompe, il a pas ses chaussures pendant tout le film. Et puis avec Alan Rickman en méchant, mais incroyable. Alan Rickman en méchant allemand. Et puis ouais, ils avaient essayé de mettre une humanité dans les méchants, sans qu'ils soient humains, tu vois, mais ils ont des liens de parenté ensemble, ils discutent ensemble, on les voit organiser leur casse, on a presque de la sympathie des fois, tu vois, pour eux. Et à côté, il y avait toute cette humanité, autant dans le personnage de John McClane que dans les ennemis qu'il affrontait, quoi. Et c'était vraiment un renouveau, et les gens ils l'oublient assez souvent. Il y a des gens, ils voient derrière de nos jours, ils font ouais, d'accord, film d'action sympa. Mais non, ça a changé tellement de trucs, ça a pété tous les codes. Bon, on va revoir Clint. Et ouais, je parlais de ses pompes, mais ça m'a dit, le mec pendant tout le film il se trimballe pieds nus. Bah là, justement, on le voit, j'ai John McClane. On le voit, il est pieds nus. Parce qu'il essayait de faire le point avec ses pieds pour combattre le mal de l'air, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il est en train de... Et il se retrouve dans le film à marcher dans du verre. Voilà. Je suis en train de faire autre chose.
marcher dans du verre, à saigner des pieds, à la fin, il finit en lambeaux. Avant, on avait des héros indestructibles dans les films. Ouais, je vais me poser là. Je fais d'autres trucs avec mes mains en attendant, désolé. Comme ça, vous pouvez contempler John McClane vu qu'on parle de lui. Et on pourra remarquer qu'il a 2 mitraillettes, ce qui n'est jamais arrivé dans aucun des films d'I Hard. Voilà, c'est pas grave, hein, on n'en veut pas à Broforce. Ils ont pensé aux pieds nus. Et ouais, à la fin, on avait... Il est en charpie, John McClane. Il saigne de partout, il a plus de pieds, il en peut plus. Donc ouais, cette vulnérabilité, elle a vraiment changé le game, quoi. Et après, ça... Il y a eu énormément de Die Hard-like, en fait. On a eu... là, c'était dans une tour, après on a eu le deuxième... dans un aéroport, on a eu un truc avec... Ah, j'ai oublié son nom, Steven Seagal, pardon. Dans un bateau. On a eu plein de Die Hard-like, en fait. On voulu surfer sur le truc. Mais ouais, le premier, mais... claque. Truc de malade. Je vais revenir sur des trucs au fur et à mesure, toi, là, genre la carrière de Bruce Willis, sur McTiernan, mais je peux en parler pendant 1000 ans. C'est le but du live, en fait. Il y a trop de trucs que je peux en parler pendant 50 ans. Ouais, alors là, j'ai Will Smith. Du coup, je vais parler de Judge Dredd. Désolé. J'ai trop envie de parler de Judge Dredd parce que je l'ai joué tout à l'heure vite fait. Judge Dredd. Alors, bah, pour ceux qui... Bah, j'imagine que tout le monde le sait, mais c'est tiré d'un comics du magazine 2000 AD. Donc c'est un comics où... un comics cyberpunk, hein, de SF, cyberpunk. Où la loi est gérée par les juges, donc, qui sont... policiers, jury et bourreaux, en fait. Hein. Quand ils arrêtent quelqu'un, sentence instantanée. Que ce soit l'isolement dans les cubes, ils disent, c'est la prison, c'est les cubes. Et, ou alors la mort instantanément, selon le crime qui est commis. Donc on a eu la grande chance d'avoir un film Judge Dredd dans les années 90, 95 si ma mémoire est bonne. Avec Sylvester Stallone encore, on revient, on parlait de Rambo tout à l'heure. Ah, ça on en parlera. On en parlera fort. Donc ouais, on a une adaptation qui fait débat. Bah ça fait partie des posters des années 90 un peu, hein, mais... Le problème, c'est que voilà, il a été plutôt mal reçu par les fans, bah, pour plusieurs raisons. Hein. La légende dit que... Ah, bah, je me suis fait écraser, tiens. La légende dit que Sylvester Stallone ne voulait pas être casqué constamment. Ces preuves ont été falsifiées. C'est impossible. Parce qu'il faut savoir que dans le comics Judge Dredd, mais ça aussi, c'est assez connu, le personnage de Judge Dredd a constamment son casque. On n'a jamais vraiment vu son visage, ou peut-être dans un comics dont j'ignore l'existence, mais il a constamment son casque. Donc c'était compliqué pour Stallone, j'imagine. Quoi, je suis une star et on voit pas mon visage. Donc c'est un souci pour beaucoup. Moi, pas tant. Mais c'est vrai qu'on le voit très très peu casqué. Et on voit du coup le beau visage de Sylvester Stallone avec des lentilles bleues du plus bel effet. Les gens ont oublié de le souligner, mais on a Sylvester Stallone avec les yeux bleus dans ce film. Donc Joseph Dredd. C'est dommage parce qu'il y a un putain d'effort de fou dans l'univers. Dans le comics, ouais, exactement. Mais oui, il y a des trucs de malade. Hein. Il y a des visuels cyberpunk de ouf dans le film Judge Dredd de 1995. Il y a les robots de la guerre des robots, quoi. Ce qui est un détail en plus dans le comics. Il y a la Terre de Malédiction avec la famille Angel qui font flipper. On apprend ce que deviennent les juges à leur retraite et tout ça. Il y a vraiment énormément... Il y a Rico, le méchant principal, c'est Rico, c'est un personnage du comics. Et qui est le frère ennemi de Joseph Dredd. Rico. Joseph. Donc ouais, il y a des trucs de dingue dans le film. Mais outre, voilà, les gens, ils ont gueulé pour le casque de Judge Dredd. Et puis parce qu'en sonore, pas incroyable non plus. Mais les visuels de dingue, effectivement, dans le délire cyberpunk, nous, en cyberpunk, on avait Blade Runner, on avait pas mal de trucs. Mais là, c'était un truc un peu nouveau. Il y a des scènes dans la ville, notamment, qui sont incroyables, quoi, avec des néons partout, enfin... Il y a vraiment un effort qui a été fait. Mais le gros défaut du film, s'il faut en parler quand même, hein, bah c'est Rob Schneider. Bordel. Rob Schneider, il a réussi à ruiner le film à lui tout seul, hein, en vrai. Je suis vivant. Quel miracle. Ah, vous aussi. Alors Rob Schneider, pour ceux qui connaissent pas, c'est un humoriste. Il m'insupporte, je vais être absolument pas objectif. Rob Schneider, c'est un gros naze qui est insupportable. Rob Schneider est une carotte. Oui, et Rob Schneider est une agrafeuse aussi. Rob Schneider is a stapler.
Et c'est bien le problème, hein, c'est qu'il est une agrafeuse dans tout le film Judge Dredd. En fait, c'est le comic relief du film Judge Dredd qui accompagne Sylvester Stallone. En plus, le film est plutôt premier degré, en fait, et plutôt sérieux. T'enlèves toutes les scènes avec Rob Schneider, le film pourrait se tenir en tant que truc sérieux. Et il y a plein de scènes qui sont désamorcées par cet abruti. On les a eus, ils sont tous morts. Gonzesse, rien dans le ventre. Ils sont morts, hein? Et bah, c'est pas que sa faute à lui, c'est un problème d'écriture et des gens qui ont voulu mettre ce truc-là pour faire rigoler la famille ou Dieu sait quoi. Et c'est un problème, c'est un sévère problème, Rob Schneider. Le mec est effroyable. C'est le Jar Jar Binks en fait. C'est le Jar Jar Binks de Judge Dredd quoi. C'est une catastrophe. C'est une carotte, c'est une agrafeuse, c'est tout ce qu'on veut. Rob Schneider, c'est chaud. Et ouais, bon, on a pas assez de matière pour, mais en fait, on pourrait refaire tout un montage du film. T'enlèves toutes ces scènes et le film, je pense, serait carrément mieux. Le mec, moi, je pense qu'il ruine le film à lui tout seul. Bon, après, on a des acteurs qui sont pas fous. You touch me. You killed innocent people. The means to an end. You started a massacre. I caused the revolution. You betrayed the law. La romance forcée entre Dredd et Barbara, mais ouais, carrément. Ben, ça va avec le délire de faut pas montrer son visage, en fait. Normalement, il a zéro sentiment, c'est la loi avant tout. Enfin, c'est la vision du fasciste, en fait, Judge Dredd, tu vois. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Et là, non, on voit son visage, il y a une romance. Il y a en plus l'histoire avec Rico, la famille, tout ça. Trop, les gars. Et donc, ça me fait rebondir sur Dredd. L'incroyable film par contre qu'on a eu, parce qu'on a eu 2 adaptations de Judge Dredd en film, et on a eu Dredd dans les années 2010. Et là, oh boy, moi je trouve ça c'est un chef-d'œuvre, je trouve ça génial. Ça fait débat, il y a des gens qui aiment pas trop. Après c'est un petit film, hein, c'est un petit film indépendant, un petit peu fauché, où Dredd est incarné par Karl Urban. Alors pour ceux qui connaissent pas forcément, Karl Urban, c'est, vous le connaissez sans doute dans le rôle de Éomer dans Le Seigneur des Anneaux. Ou plus récemment dans Butcher, dans The Boys, la série The Boys. Oui, dans Riddick, oui, effectivement, en Necromonger, incroyable aussi. Ouais, avec le mulet de balade, le mulet de l'espace, là, c'est le cas de le dire. Et bientôt dans quoi il apparaît? Ah, il va jouer Johnny Cage dans Mortal Kombat 2. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Tout le monde s'en fout. Ouais, moi j'aurais pas pris lui pour jouer Johnny Cage dans Mortal Kombat 2. Moi j'aurais même pas fait de Mortal Kombat 2. Donc ouais, Dredd, incroyable, hein. Il s'est fait, ouais. Il y a des gens qui ont dit que le scénario était pompé sur The Raid, film que je recommande très fortement. C'est un très bon film, mélange d'arts martiaux et de gunfight extrêmement gore. Qui suivent en fait, ouais, on n'a pas parlé de plagiat non plus, mais de grosses inspirations, parce que les deux ont le même scénario en fait. C'est une équipe de policiers qui rentrent dans un bâtiment, les deux sont des huis clos et qui rentrent dans une tour pour combattre des criminels, enfin des gangs. Je suis sûr que tu fous dans les comics, Dredd, tu trouves un scénario killer. Ouais, exactement, bah c'est la guerre des blocs, si je dis pas de bêtises. J'ai des copains qui pourraient mieux me renseigner. Je crois que c'est ça, c'est les Block War, où c'est immeuble versus immeuble. Et c'est les méga blocs en fait, hein. Ce qu'on voit dans le film Dredd, c'est que les immeubles en fait c'est des quartiers verticaux. Et ouais, il y a des trucs qui sont très similaires, hein, justement, hein, où un ou plusieurs juges se retrouvent bloqués en pleine guerre des blocs. Ce qu'on voit dans le début du film de 95, effectivement, exactement. On voit vraiment deux immeubles qui se tirent dessus l'un en face de l'autre. Et Judge Dredd dit « Préparez-vous à être jugé !» Et il défonce tout le monde, hein, parce que c'est comme ça. Parce que c'est la loi. Tu as trahi la loi. Je reviens au délire de film un peu fauché, mais ouais, c'est par manque de moyens qu'ils ont fait ça, des huis clos, et c'est super ingénieux, et c'est trop bien. Et ouais, c'était compliqué quand t'as pas de thune de faire tout Megacity en fait. Bon, Megacity, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est la ville cyberpunk dans laquelle se passe l'univers de Judge Dredd. C'est des grandes cités qui regroupent plusieurs villes, en fait, ils font la taille de villes. Et ouais, c'était pas possible à faire, ils l'ont fait vite fait au début de Dredd, mais voilà, ça ressemble à une métropole assez classique. Ils avaient franchement très peu de thunes, et ils ont fait un truc de malade. C'est comme le délire d'avoir ils ont des costumes assez réalistes, tu vois, assez contemporains, mais qui renouvellent grave l'esthétique de... Tu vois, ils ont pas l'armure de Dredd dorée avec ces énormes aigles dorés, tout ça. Ils ont un truc qui fait plus paramilitaire à l'ancienne, enfin un peu plus contemporain.
Et c'est plein de petits trucs comme ça qui sont des astuces en fait pour économiser des thunes, mais qui viennent de l'art en fait, qui viennent des décisions artistiques quoi. Donc c'est vraiment... Ouais, le slow-mo c'est génial. Mais ouais, c'est trop bien. Ça, je suis dégoûté de pas l'avoir vu au cinéma. Je crois d'ailleurs il était sorti quasiment, il était direct VOD ou un truc comme ça. Hein. Et ça c'est très dommage parce qu'au cinéma ça doit tuer. Ouais, slow-mo incroyable, l'origine du juge Anderson. Et là, ouais, justement, là aussi on a un duo. Un film avec Judge Dredd tout seul, c'est compliqué. Tout le monde, tous les fans adoreraient, mais c'est compliqué quand même un mec tout seul. Bah dans le premier, on a eu Rob Schneider le débile, et là on a une rookie en fait, une fille en stage quoi, et qui est le juge Anderson, qui est un personnage important du comics. Et ça c'était bien, c'était un duo qui marchait super bien quoi. Où elle a ses petites failles, mais elle a ses super pouvoirs, et elle voit la loi très différemment de lui qui n'en démord pas. Ouais, super intéressant. Très bon film, hein. Malheureusement il a pas eu le succès. Il a pas eu le succès, tout court je crois. C'est chaud, hein. Il a pas eu le succès du tout, hein, et on voulait une suite, tout le monde veut une suite. Il y a un projet, là ça en parle depuis... Oula, ça en parle depuis des années déjà de faire une série qui se passe à Mega City. A priori c'est pas abandonné, hein, on en parle encore, des fois on a des petites news qui pop et tout, c'est pas abandonné mais... Pourquoi pas, hein, ça sera une série cyberpunk, somme toute tout à fait normale, je pense. Mais je prends, moi tout ce qui est Judge Dredd, je prends, je veux pas qu'on ait plus jamais d'adaptation de ça. Faites-en un dessin animé, faites-en une série, faites la suite de Dredd avec Karl Urban qui est chaud, il le dit régulièrement en interview, lui il est chaud. Hein. Les fans sont chauds, mais les investisseurs ne sont pas chauds. Ouais, Dredd versus DS, vu qu'il y a Anderson, effectivement, parce que ouais, moi j'ai découvert Judge Dredd avec Judge DS, moi je crois, c'est le premier comics que j'ai eu. Que j'ai encore d'ailleurs. Jeu vidéo hein, qui a été sorti avec Just DS et les Cavaliers de l'Apocalypse, tout ça. Très dur. Oula, mais quand t'es fan... Oh bah tiens, c'est parfait ça. Quand t'es fan de Judge Dredd, le jeu était sympa quand même. Tu pouvais arrêter les gens plutôt que de les exécuter, tout ça. Ou bien Neil Blomkamp, gérer un truc comme ça. Ouais, mais Neil Blomkamp, là, on vient d'apprendre, il est sur Starship Trooper. On a appris ça la semaine dernière. Voilà. Ah, c'est soirée anecdote, on a dit. Hein. Et Neil Blomkamp, il est sur Starship Trooper. Mais il y a un twist, on est là genre ouah trop bien et tout, le premier de Verhoeven c'est un classique. Non, c'est une adaptation, c'est pas un remake du film de Verhoeven. C'est une autre adaptation du bouquin d'origine. Ça je suis moins chaud. Parce que Verhoeven il est très... Je pense que c'était un mec plutôt de gauche, très critique sur le système américain et tout ça. Le bouquin c'est un truc de droitard. Hein. Le bouquin c'est... Voilà, le film Starship Trooper c'est une critique de l'armée, de plein de choses. Le bouquin d'origine n'est pas du tout critique, il est grave sérieux, genre sacrifiez-vous pour sauver la planète et tout. I'm doing my part. I'm doing my part too. Mais donc ouais, Starship Trooper de retour. Bah on a peur. Alors je tente un truc. Non, ça marche pas. Sur qui on va rebondir? Bon alors, Judge Dredd, j'ai fait le tour, je pense. Je parlais un bon moment. On a parlé de Rob Schneider. J'étais bien en colère, parce que Rob Schneider... N'oubliez pas, hein, Rob Schneider, c'est chaud. Ah si, allez. Je sais que je l'ai débloqué. On va parler de Blade, bordel. Ah, parlons Blade. Ah, pour moi, c'est un grand classique. Hein. Bon, je vais refaire la phrase de tout à l'heure. Pour ceux qui l'ignorent, Blade, bah effectivement, c'est un comics, hein, c'est de Marvel Comics. C'est un mi-humain, mi-vampire qui tue des vampires, hein, en gros. Et ouais, on a eu un film de dingue dans les années 98. 98, ouais, ça, 90, 98. Il y a un jeu Blade qui arrive chez Arcana. Ouais, alors faut pas être pressé à mon avis, parce que pour le moment, on a que des artworks. Hein. Moi, je suis grave chaud, hein, je l'attends comme un ouf, mais à mon avis, faut pas être pressé. Et ouais, Blade en 1998, mais trop bien. Il est plein de défauts. Il y a même des gens qui disent ouais, c'est un peu nanar. Mais bien sûr que c'est nanar. Mais c'est témoin d'une époque. C'est le film le plus 90s du monde. Il y a de la grosse techno, il y a du blouson en cuir, des lunettes de soleil, des vampires. Mais c'est génial. La Blood Rave au début. Mais oui, c'est tellement cool cette musique techno de malade. C'est génial. Et Wesley Snipes en plus. Incroyable ce charisme de ouf.
Et bah, on est là pour les anecdotes, mais ouais, figurez-vous que Wesley Snipes, pour ceux qui ont aussi vu Demolition Man, dans lequel il joue Simon Phoenix, Wesley Snipes, c'est un artiste martial accompli, hein. Il a fait du karaté, du taekwondo et d'autres trucs. Mais ouais, il bastonne sec, et il est grave chaud pour ses cascades à chaque fois. Bon, il en a fait des caisses pour Blade, hein, toute l'équipe le dit, hein, et il était dans son rôle non-stop et tout. He was transformed genetically after his mother was bitten by a vampire. All the stuff very different from Wesley. Trop ténébreux, il parlait à la Blade tout le temps, mais le film il est génial. Il est tellement 90s dans l'esthétique des costumes, des armes, le méchant grave nanar avec sa petite mèche sur le côté. Mais quel bordel de film, trop bien. Et c'est fou quoi, parce que c'est un film de super-héros, tu vois. Marvel là, ils vont en faire un nouveau. Bon, ils sont en train de galérer apparemment avec la production, avec Maréchal Ali, si je dis pas de bêtises. Et le film, il est en stand-by depuis 1000 ans. Ils savent pas quoi en faire. Bah ouais, parce que Blade, c'est chaud quand même. C'est un mec qui... C'est un vampire, il tue des vampires. Donc ouais, si tu veux faire un truc family-friendly, ça va être compliqué. Hein. Et le premier film, avec tout compris, quoi. C'était, mais... tellement 90s, je sais pas comment le dire autrement. Il est témoin d'une époque, quoi. C'est un truc de dingue. Attends, ça passe? Non, ça passe pas. Voilà, on l'a, Blade. Alors... Bon, il peut lancer un petit couteau. Dans le film, il lance un espèce de boomerang qui n'a aucun sens. On a un plan où le boomerang traverse tout en circulaire. Incroyable. Et Blade 2 aussi. Pardon, j'avais oublié. Et Blade 2, hein, Guillermo del Toro, les gars. Blade 2, c'était fou. Hein. Avec cette alliance entre Blade et les vampires pour combattre des super vampires. Sur le papier, ça fait nanar quand je dis ça, mais... Non, c'était vraiment cool, quoi. Ils avaient une pure esthétique, les hybrides, là, avec leurs grosses têtes bizarres. Et cette alliance avec le gang des vampires... Voilà. Eh non, ça passe pas. Cette alliance avec le gang des vampires, avec Ron Perlman dedans. Incroyable, Ron Perlman. Hein. Alors, Ron Perlman, pareil, je pourrais en parler pendant des heures. Hein, moi, depuis la Cité des Enfants Perdus, Hellboy... Même la série La Belle et la Bête. Pour ceux qui ont connu. Une obsession qui a suivi Guillermo del Toro dans sa série The Strain. Ouais, carrément, hein, les mecs chauds avec des bouches difformes, complètement, mais ouais, une esthétique trop cool. Qui a été suivi par... Ah, ça passe. Pas du tout. Qui a été suivi même dans des comics, hein, je crois dans American Vampire, on a des trucs comme ça, on a des super vampires avec des méga bouches. Hein. Bon, j'arrive pas à passer ce niveau parce que je parle en même temps, hein, je galère, mais c'est pas grave, on parle cinéma, moi ça me va. On parle Blade, moi je suis heureux si on parle Blade, c'est cool. Attends, j'attends que ce mec explose, voilà. Blade c'est cool. Blade 3 c'est une catastrophe. Ne matez pas Blade 3 avec Ryan Reynolds et le mec de Prison Break qui joue Dracula. Voilà. Voilà, c'était mon avis dessus. Et on a eu une série aussi que tout le monde a oublié parce que c'était pourri. Avec je sais plus quel rappeur qui jouait Blade. C'était pas terrible. Mais bon, voilà. Bon, ça, on va envoyer ça. Ouais, c'est Stinky Figas, bordel. En Blade, mais n'importe quoi. Il jouait tellement mal et ils se sont dit, ouais, de toute façon, Blade, c'est un mec un peu taciturne, il parle pas beaucoup, t'as vu. Ouais, mais quand même, faut être un peu acteur, tu vois. Faut quand même faire un effort, nom de Dieu. Tu peux pas prendre n'importe qui. Donc, on verra l'avenir de Blade, donc en jeu vidéo et dans le Marvel Cinematic Universe, comme disent les jeunes. Attends, ça va quand même. Ah, ça sert à quelque chose. Ok. Est-ce qu'on parle de Robocop? Matez des films, si il y a des recos dans ce que j'ai fait qui vous ont intéressé. Matez des films. C'est super important, c'est trop bien. Arrêtez de mater des séries. C'est pour ça d'ailleurs, je disais, je regarde pas de séries. Une série, c'est trop long. Le temps de mater toute une saison, t'as le temps de mater 18 films. Et ben, mate 18 films. Zoubi les gens, on se voit tout bientôt. Je vous enverrai un message de toute façon quand je restream.